Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont tels sont les grands titres. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a prononcé à cette occasion, aux travaux de 11e session ordinaire, un discours, vous l'entendrez, et lancement de la semaine nationale de l'enfant. Et concernant les élections au Madagascar, 2 anciens présidents au second tour. Bonjour de nous accueillir chez vous, excusez-nous donc pour ce léger retard, et on va retrouver tout de suite après la prière, on se retrouve tout de suite après. Après sa participation à Paris au 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale 1914-1918, le président de la République a participé à Addis Abeba aux travaux de la 11e session extraordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président Guelleh a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a jugé de crucial la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Le mémorandum djiboutien a évoqué la nécessité de remettre à niveau les méthodes de gestion de l'Union africaine en vue d'assurer son efficacité. Suivant le mot du chef de l'État. Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mes propos, de remercier mon frère, le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Abiy Ahmed, ainsi que son gouvernement, pour l'accueil chaleureux dont j'ai fait l'objet depuis mon arrivée dans cette belle ville d'Addis Abeba. Permettez-moi aussi que j'exprime mes vifs remerciements à la Commission de l'Union africaine pour l'excellente organisation de nos assises. Monsieur le Président, nous sommes réunis aujourd'hui pour cette 11e session extraordinaire de la conférence marquant une étape cruciale pour la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de notre organisation continentale émanant de la volonté politique des États membres de l'Union africaine. Cette réforme est avant tout notre initiative qui découle de notre ferme volonté, car nous avons estimé collectivement qu'elle était nécessaire et vitale pour l'Afrique et nous l'avons unanimement confiée à notre frère le président Kagame pour mener à bien cette lourde tâche. Je profite de cette occasion pour le féliciter, lui et son équipe, pour l'excellent travail effectué au nom de l'Afrique. Monsieur le Président, les défis de l'Afrique n'attendent pas. Le temps d'une Union africaine inefficace, incapable de financer ses propres initiatives est non seulement révolue, mais ne répond pas aux aspirations de nos peuples. Cette réforme institutionnelle et financière portée par notre frère, le président Kagame, constitue la solution. Il est clair que des améliorations et des correctifs peuvent être apportés ici à la fin et de s'assurer que le fardeau soit pris en charge de manière équitable. Pour atteindre les objectifs fixés par l'agenda 2063, l'Union africaine doit mobiliser tous les efforts nécessaires afin d'accélérer la réalisation des aspirations de notre continent a besoin et répondre ainsi aux attentes de nos populations. Monsieur le Président, le premier domaine concerne la qualité du leadership à la tête de la Commission. Oui, les États membres doivent conserver la compétence souveraine de choisir les membres de la Commission. Cependant, tout doit être mis en œuvre afin d'assurer une adéquate optimale entre les qualités des candidats et les compétences requises pour les différents postes. De plus, il faut donner les prérogatives nécessaires au président de la Commission, tant au niveau de la gestion de l'organisation elle-même qu'au niveau décisionnel, afin d'assurer le bon fonctionnement nécessaire de notre organisation. Par ailleurs, l'autonomie financière est fondamentale, afin de permettre la crédibilité de nos États vis-à-vis de la communauté internationale. Cette évolution financière doit évidemment aller de pair avec une mise à niveau des méthodes de gestion de l'Union africaine en vue d'assurer son efficacité. Monsieur le Président, dans l'esprit de la réforme adoptée à Kigali en juin 2016, la République de Djibouti est prête à assumer sa part dans ce chantier, le longue haleine pour atteindre l'autonomie financière de notre organisation. Nous avons créé un compte à la Banque centrale de Djibouti et commencé le prélèvement de la taxe de 0,2% afin d'alimenter le dit compte. Les fonds ainsi recueillis sont à la disposition de l'Union africaine. Avant de conclure, je voudrais solennellement réaffirmer l'importance de la tenue de ce sommet qui soulève un fort engouement à travers le continent. Dans cet esprit, les décisions adoptées aujourd'hui doivent marquer une rupture franche. Nous devons traduire notre volonté politique en actions concrètes,
envoyant ainsi un signal fort à nos concitoyens et à la communauté internationale. Enfin, je souhaite profiter de cette occasion pour renouveler les remerciements au président Paul Kagame pour son engagement total pour revitaliser le panafricanisme et de faire de l'Union africaine un vecteur de réalisation optimale des ambitions de nos pères fondateurs au service du développement durable de notre continent. Je vous remercie de votre aimable attention. Retour à Djibouti en prévision de la célébration de la Semaine de l'Enfant qui débute le 22 novembre prochain. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Oumina Hamada Hassan, a tenu à l'UNFD une réunion de concertation et de coordination. Ont été conviés à cette réunion les représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, des parlementaires, des responsables de l'agence djiboutienne pour les handicapés, des responsables de l'UNFD et de l'UNICEF. Une série d'activités ont été programmées pour marquer cette semaine. La ministre de la Femme et de la Famille a remercié tous les participants à cette rencontre de concertation. Écoutez la représentante de l'UNICEF, Mme Djenabou, qui a indiqué que beaucoup d'efforts sont engagés en faveur des enfants. Et aujourd'hui, cet événement marque aussi le fait que la République de Djibouti met un accent particulier sur tout ce qui est relatif à la réalisation des droits des enfants, mais aussi et surtout dans le cadre d'un droit spécifique qui est le droit à la participation. La secrétaire générale de l'UNFD a indiqué pour sa part que beaucoup d'activités sont prévues pour cette semaine de l'enfant. Voici ses propos. Je remercie notre sœur Moumina pour ce lancement. Mais également, je voudrais aussi dire à tous les enfants, et ça sera, je pense que cette semaine sera, je ne pense pas, mais je suis persuadée et je suis sûre que cette semaine sera une semaine très riche qui va permettre aux questions de tous les enfants de l'ensemble de la République de Djibouti. Je pense que ces enfants, on a entendu plusieurs questions, et je pense que toutes ces questions-là trouveront des réponses de la part des adultes, de tous les ministères à qui ils vont poser ces questions. Et je pense que cette semaine sera une semaine assez riche et que tous les enfants pourront jouir de leurs droits, puisqu'ils ont le droit, leur plein droit, trouveront leurs droits et ils pourront peut-être avoir des réponses appropriées à leurs questions. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin les forces militaires italiennes stationnées à Djibouti, conduites par le colonel Liborio Palombella. Cette rencontre s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Elle a essentiellement porté sur les très bonnes relations existantes entre les deux nations et surtout sur l'implication de cette force dans la promotion des activités liées à la jeunesse. Le colonel a remercié le secrétaire d'État pour l'accueil et a rappelé les grandes lignes des actions réalisées par l'armée italienne à Djibouti, et ce malgré le peu de ressources dont elle dispose. L'officier supérieur a souligné que son unité aurait aimé faire le maximum pour les jeunes. Les forces italiennes se sont ainsi attachées à rénover le CDC de Hull. Eh bien, le secrétaire d'État a quant à lui remercié ses visiteurs pour la contribution apportée en faveur des jeunes, précisant que le sport est un vecteur de cohésion sociale. Sport toujours, un jeune nageur djiboutien, Hussein Djaber Ibrahim, âgé de 19 ans, a réussi l'exploit de remporter 3 médailles de bronze au championnat d'Afrique de l'Est de natation. Ces championnats se sont déroulés donc à Khartoum, au Soudan, successivement en 3 jours, les 14, 15 et 16 novembre. Il s'est engagé dans 3 différentes épreuves et a remporté les 3 premières places. Les 3e places, soit les médailles de bronze du 50 brasses, 50 mètres, ainsi que 100 mètres papillon. Cet exploit est plein de promesses pour notre jeune nageur qui n'est qu'à ses débuts, ce qui prouve que Djibouti dispose de grands talents. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a tenu à féliciter en premier ce jeune qui a brillé par son exploit. À son retour dans la capitale, le jeune nageur a été triomphalement accueilli à l'aéroport international de Djibouti par le directeur des sports, le secrétaire général du comité olympique, le directeur des régions, ainsi que le président de la fédération djiboutienne de natation. Également dans l'actualité, dans le dossier de ce 15h, quelle place joue
la femme artisane à Djibouti. Voici un magazine de la rédaction. Djibouti, les métiers de l'artisanat sont répartis dans tous les territoires nationaux, y compris les quartiers et les zones rurales, et restent, pour les analystes locaux, un vivier et un socle primaire de l'économie de notre pays. La femme a pour habitude de fabriquer ces objets pour des besoins familiaux ou en guise de présent. De nos jours, ces produits se vendent directement sur le marché, au bonheur des touristes et de la population locale, tel que dans le magasin La FT, situé au centre-ville de Djibouti. Ainsi, avec les nouvelles générations, on trouve une énorme innovation dans la façon de travailler ces objets avec de superbes couleurs et de magnifiques décorations, tout en gardant l'esprit traditionnel. Ces articles intéressent aujourd'hui les touristes et sont donc fabriqués en plus grand nombre qu'autrefois. D'un artisanat non marchand, on passe par un artisanat marchand. D'un artisanat usuel à un artisanat décoratif. Les objectifs fabriqués jusqu'à là étaient utilitaires, destinés à la famille et offerts comme cadeau. Par ailleurs, la nécessité de valoriser les produits de l'artisanat djiboutien afin que ce secteur puisse contribuer fortement au développement socio-économique durable et la lutte contre la pauvreté chez les populations vulnérables, à savoir les femmes et les jeunes. Mariam Daoud est constamment en train de confectionner des échantillons des produits artisanaux avec des perles et d'autres méthodes pour les décorations des maisons. Domiciliée à Arhiba, elle est âgée de 40 ans, mère de 6 enfants. Mariam Daoud est une travailleuse appliquée. Son mari ne travaille pas. Elle paye le loyer, le pension alimentaire et les frais de scolarité de ses enfants par le bénéfice qu'elle gagne de son commerce. Mariam n'a pas de moyens suffisants pour payer un loyer au centre-ville afin de vendre ses produits. Ceci n'a pas découragé Mariam. Elle expose ses produits dans sa chambre de son domicile. Les produits artisanaux qu'elle vend sont principalement des porte-monnaies, des petits coffrets bijoux, des paniers, des cadres décorés en mode traditionnel, des corbeilles, des porte-monnaies, des cadres en couteau traditionnels, des sacs à main en mode surati, tenue traditionnelle, des articles fabriqués ou décorés avec des pierres de corail. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de clients parce que tout le monde ne connaît pas mon savoir-faire. C'est le manque de lieux de vente qui me pénalise le plus. Il y avait un moment qu'on m'appelait pour exposer les produits au stand et des fois aussi emmener au camp Limonier. Mais maintenant, tout est différent. J'ai un client dans le district qui achète de moi et qui revend à des touristes. Malgré les contraintes, je suis obligé d'accepter la réalité. Puisque mon mari ne travaille pas, je dois accomplir les besoins de mon foyer. J'aimerais bien comme soutien pour avoir un lieu pour que je trouve plus de clients et cela m'aiderait à m'en sortir de la précarité. L'artisanat n'est pas seulement une affaire de femmes. Les hommes y ont aussi leur part et reflètent l'image de notre pays. Dans le reste de l'actualité, les jeunes du quartier de Balbala, membres de plusieurs associations, ont entrepris ce week-end, une journée de nettoyage qui a eu un franc succès. Cette journée a été supervisée par les habitants des différents quartiers de la périphérie. Tous les jeunes qui se sont engagés pour cette opération ont retroussé leurs manches pour balayer les bas-côtés des routes et les terre-pleins ou zones inhabitées. Ce bel engagement civique a été salué. Les jeunes ont ainsi donné l'exemple et ont décidé de lutter contre l'insalubrité des lieux résidentiels qui sont ramassés les déchets et autres détritus qui jonchaient les routes. Également, dans l'actualité, à Tadjoura, l'Union pour le développement et la culture, l'UDC, a organisé ce vendredi pour le grand public une soirée d'animation qui a eu lieu au complexe sportif. Les adhérents et sympathisants de l'UDC dans la ville blanche ont participé en masse à cette soirée. La soirée a été animée par des artistes de renom, tels Abayezid Ali, Youssouf Hamad ou la chanteuse de talent Fatouma. Les autorités locales, dont le préfet Abdul Malik et le président du conseil régional et le chef du village Hamad Belkhat ont suivi le spectacle qui a été fortement apprécié. Des sketchs traitant des problèmes sociaux ont été joués. Le président de l'UDC, Mohamed Hassan, a remercié tous les participants à la soirée. Les recettes récoltées vont permettre de soutenir les actions sociales de l'UDC, notamment pour les écoles des zones reculées au nord du pays, a-t-il précisé.
Une importante délégation composée des dirigeants de l'ONG EVA ainsi que des représentants des organisations partenaires de cette ONG s'est rendue cette semaine dans la région du Tadjoura pour rencontrer les autorités communauté villageoise de la sous-région de Ouima. Cette tournée initiée par l'ONG EVA intervient après que son président, Ahmed Ali Mohamed, ait été décoré de la médaille du commandant de 27 juin à l'occasion de la Journée africaine nationale de la jeunesse, organisée le 1er novembre dernier par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, sous le patronage du président de la République. Une distinction qui, selon les dirigeants de cette dynamique organisation, consacre l'effort de M. Ahmed Ali et à travers lui ceux de l'ONG EVA dans le domaine de la protection de l'environnement. Eh bien, la tournée a commencé dans la ville blanche de Tadjoura où les responsables de l'ONG ont été reçus par le sultan de Tadjoura, par le préfet ainsi que par le président du conseil régional. Le président de l'ONG et ses collaborateurs ont tenu à partager leur joie avec les responsables de la région. Après la ville de Tadjoura, la délégation a poursuivi son périple à Ouima, où elle s'est rendue tour à tour à Adoula, Adailou, Dafenetou, Girori et enfin à Saguela. Partout, les populations ont réservé un accueil particulièrement chaleureux à la délégation. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre l'introduction illégale de produits marchands et autres trafics en contrebande, les gendarmes de la brigade d'Ali Sébié, en collaboration avec les agents des douanes, ont intercepté hier au niveau de l'usine de la cimenterie et lors d'un contrôle de la circulation routière, un bus de marque Mitsubishi transportant 5 colis de 4 de contrebande contenant 24 grands kilos à raison de 15 000 francs, soit 400 000 francs. 3 colis contenant en tout 125 paquets de 5 000 le paquet, soit 625 000 francs, et 11 petits colis à raison de 5 000 francs. Le sachet est soit 55 000 francs. Sur la même voie, ils interceptent un véhicule, un cruiser, transportant également une marchandise de 4 de contrebande. Quant à lui, un colis contenant 5 grands kilos de 4 à raison de 15 000 francs le kilo, soit en total une somme de 750 000 francs. Les deux véhicules transportent donc en total un nombre important de 4 de contrebande estimé à 1 199 000 qu'ils voulaient acheminer au marché de la capitale. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite par la présence du chef de la brigade des douanes d'Ali Sébié et d'Elis Ahmed Abdelhani. Des chauffeurs et les 4 propriétaires du 4 font l'objet d'une enquête judiciaire et seront transférés devant le parquet pour répondre de leurs actes. Les deux véhicules sont immobilisés au sein de la brigade. Le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, a félicité les douaniers ainsi que la brigade de la gendarmerie d'Ali Sébié pour le succès de cette opération conjointe. Et dans l'actualité internationale au Madagascar, 2 anciens présidents au second tour de la présidentielle. Pour nous en dire plus, Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Alors Fardous, les deux candidats, bonjour à vous. Bonjour. Les 2 anciens présidents sont arrivés en tête du premier tour à la présidentielle malgache du début de 9 mois, se qualifiant pour le 2e tour prévu en décembre. En effet, Asma, 2 anciens présidents, comme vous l'avez dit, André Rajoelina et Marc Ravalomanana, sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle malgache du début du mois, se qualifiant pour le 2e tour prévu en décembre. Aucun des 2 candidats n'a obtenu les 50% de voix nécessaires pour l'emporter immédiatement. Rajoelina recueillant 39,19% des suffrages devant Marc Ravalomanana qui en obtient 35,29% selon le résultat du premier tour du 7 novembre. Un second tour qui est prévu le 19 décembre. Un autre ex-chef d'État, le président sortant, et Rejirajalo Rimanapinana est distancé à la 3e place avec 8,84% des voix selon la commission électorale indépendante qui ajoute que la participation est établie à 54%. Ce climat de suspicion laisse planer toujours donc l'inquiétude sur la suite du processus dans un pays familier des crises politiques. Et l'enterrement a eu lieu dans l'est de la République démocratique du Congo en l'honneur des 7 soldats de la paix des Nations Unies morts
dans des affrontements avec des milices. En effet, Asma, c'est ce qu'a déclaré l'ONU, que les morts comprennent 6 soldats de la paix du Malawi et un Tanzanien. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré à New York que les 10 autres soldats de la paix avaient été blessés et un autre était porté disparu. Il a ajouté que plusieurs Congolais avaient également été tués ou blessés au cours de cette opération conjointe à Beni où l'incident s'est produit. Les habitants ont lancé un appel aux autorités. Ces morts représentent la plus grande perte de la grande force de l'ONU en République démocratique du Congo depuis que les rebelles ont tué 15 soldats il y a près d'un an. Et près de 280 000 gilets jaunes ont protesté dans toute la France contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Et plus précisément, 283 gilets jaunes ont protesté dans toute la France contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat au sein de 2000 rassemblements parfois tendus qui ont entraîné des accidents faisant un mort et 227 blessés. 7 personnes sont gravement blessées, dont un policier, a annoncé le ministère de l'Intérieur lors d'une conférence de presse. Au total, 710 personnes ont participé aux manifestations selon toujours le ministère de l'Intérieur. Les gilets jaunes n'ont pas réussi à bloquer la France comme ils le voulaient, mais tout le territoire a été touché par leur action, ce qui représente un succès certain pour ce mouvement parti des réseaux sociaux et organisé en dehors des partis politiques et des syndicats. Au 1er janvier 2019, les taxes sur le gazole doivent augmenter de 6,5 centimes d'euros par litre et celle de l'essence de 2,9 centimes. Et le président américain s'est rendu en Californie plus d'une semaine après le début des incendies qui ont ravagé des centaines de milliers d'hectares et a causé 71 décès. En effet, Asma, selon le président américain Donald Trump, qui a qualifié de triste de voir, ce sont les premiers mots de Donald Trump après avoir passé une vingtaine de minutes dans un camp de mobile home. Fumée épaisse, maison en ruine, voiture calcinée, un spectacle de désolation attendait le président américain à son arrivée à Paradis, petite ville presque totalement rasée par l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Près de 9000 pompiers sont déployés sur les 2 brasiers qui ont entraîné l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants, dont beaucoup n'ont pas encore été autorisés à regagner leur foyer. L'enquête se poursuit pour connaître l'origine des 2 incendies. Une plainte a été déposée contre le fournisseur local d'électricité qui a évoqué un incident sur une ligne à haute tension juste avant le déclenchement du brasier à Paradis. Merci Françoise pour ces précisions. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.